Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Catherine Lafrance. Et Catherine, je veux qu'on continue de parler jusqu'à la chute. Et dans l'ouvrage, on parle beaucoup de la mémoire, des odeurs, des saveurs. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta vie, à toi, sont importants? C'est comme ça que tes souvenirs jaillissent dans ta vie? Ben, entre autres, oui. Je pense que oui, parce que je crois pas qu'il y a une séparation du cœur et de l'esprit, ou du corps et de l'esprit, ou je crois qu'on est un tout. Donc, il y a la mémoire purement cérébrale, celle à laquelle on fait appel pour se rappeler des choses très factuelles. Mais je pense qu'il y a un peu la mémoire du corps. Des fois, tout à coup, on sent quelque chose, il y a une odeur qui nous arrive, une effluve, quelque chose, un parfum, et tout à coup, ça nous replonge dans un souvenir. Donc, je pense que le corps nous parle et qu'on fait un. Donc, on peut pas se déconnecter de notre physique, de notre... On est de la matière, hein? Et on peut pas se déconnecter de ça. Alors oui, je pense que tout ça fait partie de nous. Tout ça fait en sorte nos souvenirs, on les garde en nous. C'est pas juste dans notre tête, c'est aussi, quand on dit dans nos tripes, entre guillemets, c'est une image pour expliquer que c'est dans notre corps. Je pense qu'on garde aussi tout ça. Que ce soit les blessures ou que ce soit les bons souvenirs, les joies, c'est autant de façons de nourrir le corps et l'esprit, je pense. Donc, pour moi, ça a quelque chose de charnel, je crois, écrire un roman. Tout comme lire un roman, d'ailleurs. Un bon roman, pour moi, me plonge dans un univers avec tout ce qu'il comporte. Donc, tout l'aspect visuel, toutes les odeurs, les sons. Les sons sont très, très importants aussi pour moi. Les mots, c'est comme de la musique. Et les mots ont leur rythme, leur mélodie, leur musicalité. Ça aussi, c'est très important. Et sans l'un ou l'autre, il y a quelque chose d'incomplet, je pense. Et j'aimerais te demander, en période d'écriture, est-ce que c'est dur de dissocier la journaliste de l'auteur? C'était difficile au début, mais j'ai appris à le faire et j'ai mentalement une espèce d'image qui comme des triangles inversés. Quand on est journaliste, on part à la base avec énormément d'informations. Donc, on va à la cueillette d'informations. On cherche le plus d'informations possible pour résumer et faire une synthèse et éliminer des choses pour en arriver vers un triangle avec, au sommet, une petite production qui dure 1 minute 30, par exemple, ou même moins, qui résume toutes ces informations-là. Donc c'est la pyramide avec la base plus large et la pointe en haut. Puis quand on écrit, c'est complètement l'inverse. On part de un mot, un sentiment, un lieu, une image, quelque chose de furtif, quelque chose d'imprécis à la base, et là, on développe pour arriver à quelque chose de beaucoup plus large à la fin, en haut. Donc, c'est le triangle inversé. Je me suis comme servi de ces images-là longtemps pour arriver justement à développer mes idées. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On se débarrasse pas de certains réflexes. Mais là, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant, et je dis ceci, donc, même si, quand on écrit, comme je le disais, quand on écrit un reportage, on écrit une histoire, mais la méthodologie est différente. Alors maintenant, oui, j'arrive à me dissocier complètement, ce qui fait peut-être de moi quelqu'un de complètement schizophrène, finalement. J'ai aucune idée. Mais est-ce que tu fais de la recherche avant de commencer à écrire? Je fais de la recherche avant et je fais de la recherche en cours aussi. J'aime que ça soit précis. Il y a rien d'imprécis. Quand c'est imprécis, c'est que c'est voulu. Comme là, par exemple, Joe, dans Jusqu'à la chute, je dis pas d'où il vient. Je dis qu'il vient du Nord. Mais je nomme pas un village précis. Je voulais pas nommer un village précis ou une réserve précise, parce que Joe est un personnage fictif, et que ça pouvait être la réalité de tellement d'endroits. Je voulais juste qu'il arrive du Nord, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses improbables. Joe prend le train en parlant du Nord. Il n'y a pas de train qui arrive du Nord. Mais bon, tout ça, je le savais. Et on en a parlé avec l'éditeur. Et on a convenu de le faire comme ça parce que ça change rien dans le roman. Mais par contre, quand je parle de Toronto, c'est sûr que là, c'est précis parce que tout le monde peut aller à Toronto, donc tout le monde peut vérifier. Donc, ce que je nomme existe bel et bien là où ça existe, et là, c'est précis. Donc, il y a cette recherche de lieu, il y a cette recherche de temps. J'en ai pas fait tellement pour Jusqu'à la chute parce que ça se déroule ici maintenant, là. Mais dans ce que je suis en train d'écrire, par exemple, le roman que je suis en train d'écrire, ça se déroule à la fin des années 70, entre autres. Ça commence, là. Et donc là, j'ai fait beaucoup de recherches sur des détails qui ont leur importance pour moi. Et il faut toujours, pour moi, que ça soit plausible. Faut qu'on achète l'histoire. Faut pas qu'on se dise en cours de route, ben voyons non, ça se peut pas, parce que là, on décroche complètement. Est-ce que tu fais des plans?
Oui, je fais des plans. Je fais toujours des plans. Des plans le plus précis possible. Il y en a qui font des plans encore bien plus précis que moi, mais j'ai des plans. Et j'ai des plans des chapitres, j'ai les cours dramatiques des personnages. Je sais quand je commence où je vais arriver et je sais ce qui va se passer. Et j'aurais de la difficulté à fonctionner sans ça, moi. Je pense que j'ai besoin de ça. Ça n'empêche pas il y a des choses qui peuvent changer. Mais là, tu peux changer, tu te permets de pouvoir changer en cours de route si Ben, jamais tu as une inspiration ou une idée. Oui, ou si quelque chose ne marche pas. Sur plan, ça peut marcher. On l'écrit, puis ça ne fonctionne pas. Alors là, je le change. Il faut se donner cette souplesse-là. Puis des fois, quand je le change, ben ça change le reste du plan. C'est comme un effet domino. Donc là, je vais rechanger des choses en plan. Mais c'est important pour moi de savoir où je m'en vais, où je veux arriver. Sinon, c'est un peu... si je connais pas la fin avant de commencer, et ça vaut pour moi seulement, là, je sais pas pourquoi j'écrirais le roman. Parce que ça me dirait pas ce que je veux dire. Si je sais pas ce que je veux dire, je vois pas pourquoi je l'écrirais. Mais il y a des écrivains qui vont vous dire, je suis sûre, qui te l'ont dit, que c'est complètement différent, qu'ils ont besoin de changer des choses en cours de route, qu'ils veulent pas travailler avec un plan. Chacun sa méthode, je pense, là. La mienne, c'est celle-là. Où trouves-tu le temps d'écrire, Catherine? Le matin. Ah oui? Le matin, tous les jours. J'ai la chance d'avoir un horaire extraordinaire. Moi, je travaille... mes journées commencent vers 11 heures. Donc, j'ai le temps d'écrire le matin. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, même si j'écris 2 heures par jour, reste que quand puisque j'écris tous les jours à peu près, 6 jours semaine, disons, ça fait quand même qu'à la fin du mois, j'ai écrit pas mal de pages. Donc, c'est comme ça que je m'organise. C'est une discipline. C'est plus qu'une discipline. C'est un style de vie. C'est une façon de vivre. Il y a des gens qui vont courir pendant 1 heure le matin. Moi, j'écris pendant 2 heures, généralement, à peu près, là. Et c'est ma façon de vivre. Je pourrais plus vivre sans ça. Vraiment. Et je lisais que ça allait être ta deuxième carrière, l'écriture. Oui, c'est ce que je veux. Oui, c'est ce que je souhaite. Et je veux prendre tous les moyens pour arriver à faire ça. Et c'est pas parce que j'aime plus mon métier, même si c'est un métier qui a changé beaucoup, beaucoup, là, au cours des dernières années, mais parce que j'ai envie d'aller vers l'écriture et que je me sens un peu à la croisée des chemins. Ou si je me mets pas à le faire à temps plein, j'aboutirai pas comme écrivain là où je veux aller. Il faut, au moment donné, plonger et le faire à temps plein. Ça devient un peu la seule façon de le faire. Ça dépend où on va arriver, là. Mais pour moi, là, je suis rendue vraiment à la croisée des chemins. Et je me dis, je peux pas continuer à retarder ce moment-là. Donc, il faut que je trouve le moyen de prendre les moyens pour le faire. Et tu dis que le métier a changé. Tu as un petit clin d'œil à la fin où on a un caméraman surnuméraire parce que de plus en plus, les journalistes, les caméramans, les gens qui travaillent dans ce domaine-là sont surnuméraires. Oui, et il n'y a pas de problème à être surnuméraire quand on veut être surnuméraire. Ça peut être une très, très belle vie, là. J'en connais plein qui l'ont fait puis qui ont été parfaitement heureux. Mais c'est un problème de ne plus avoir le choix. Mm-hmm. Et non seulement il y a des postes permanents pour les caméramans, les monteurs, il y en existe de moins en moins, mais c'est un métier, ce sont des métiers qui disparaissent. On assiste à la disparition de beaucoup de métiers en télévision et on le voit, moi je le vois. Et moi, honnêtement, je trouve ça assez injuste parce que moi, j'ai connu l'âge d'or, je dirais, du journalisme à Montréal, en tout cas, où on avait beaucoup plus de moyens pour faire ce qu'on faisait, beaucoup plus de temps et beaucoup plus de sources d'informations. Il y avait beaucoup plus de radio, il y avait beaucoup plus de télévision qui faisait de l'information, beaucoup plus de journaux. Il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus restreint, c'est de plus en plus précaire. Je trouve ça dur pour les jeunes journalistes, les jeunes photographes. Photographe, c'est un métier qui existe presque plus, caméraman n'existe plus, monteur n'existe plus non plus. Il n'y a pas que du mauvais là dans les choses qui changent. Il y a d'autres choses qui vont se créer, d'accord, mais en ce moment, cette période de transition, elle est difficile pour bien des gens. J'ai vu tellement de personnes perdre leur emploi. Et je voudrais pas être au début de ma carrière, disons. Je peux regarder ça, moi, là où je suis, c'est assez confortable, je dirais, mais je trouve ça injuste pour les gens, pour les autres. Je trouve ça injuste pour les plus jeunes, qui ont beaucoup moins de chances et d'opportunités que moi j'en avais quand j'ai commencé, par exemple, ou si on travaillait pour une station de radio puis qu'on n'était pas heureux, ben on pouvait aller dans une autre. On avait l'offre d'une autre, ou une autre télé nous faisait un appel du pied ou nous faisait des offres. Et ça a été relativement facile ces années-là, je dirais. C'est vraiment plus le cas. Non. Je veux qu'on parle aussi d'un autre sujet complètement, mais en même temps, l'ouvrage est dédié à 2 femmes, dont Isabelle Richer, qui a eu un grave accident. Oui. À l'été dernier. Oui, et il y a une amie qui, justement, a pris la décision de quitter ce monde. Oui, Renée. Oui, ça a été
une drôle d'année, un drôle d'été, parce que ces deux événements-là sont arrivés à peut-être un mois d'intervalle, même pas 3 semaines, je pense. Et il y a eu d'abord l'accident d'Isabelle. Isabelle est une amie à moi depuis très, très longtemps, depuis des années, depuis plus de 20 ans. Et sur le coup, quand c'est arrivé, on savait pas si Isabelle allait s'en sortir. Donc c'est très dur d'apprendre une nouvelle comme ça. Quelqu'un m'a appelé pour me dire ça et j'ai comme éclaté en sanglots. Parce que c'est dur d'être confronté à ça. On ne sait pas à quel point on va réagir, hein, mais ça nous touche là d'une façon absolument inattendue. Ces nouvelles-là, on les voit pas venir et ça nous ébranle. Et je suis très, très contente qu'elle s'en soit sortie. Mais après, bon, il y a eu René. Et j'ai appris de la même façon. Non, ça, je l'ai appris en fait sur Facebook. Que René, par un ami commun, là, que René s'était donné la mort. Et ça m'a encore là pris de court complètement. Et ça a été 2 événements extrêmement difficiles qui ont teinté mon été, mon année 2015. Alors, ça me semblait naturel. J'étais en train dans la dernière partie jusqu'à la chute, en fait, en train de faire les corrections, là, à la fin. Ah, j'avais l'impression que ces histoires-là avaient teinté l'écriture du roman, non. Puis c'est pas le cas. Non, c'était fini depuis longtemps. C'est surprenant. Ça n'a rien à voir. Je le sais parce qu'il est question de vélo, il est question de mort, mais ça n'a rien à voir. Ces événements-là n'étaient pas arrivés quand je l'ai écrit. Le livre est sorti à l'automne, en octobre 2015. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'en juin, il était écrit depuis très longtemps. Donc, j'étais en train on était en train de faire les corrections et j'ai dit à mon éditrice, écoute, j'aimerais beaucoup dédier ça à Isabelle et à René. Et elle m'a dit, ben écoute, oui, on va y penser, mais oui, c'est une possibilité. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Voilà. Si tu me permets, Catherine, on s'arrête et on retourne à parler de ton coup de cœur littéraire. Bien sûr.